Bonjour, c'est Anne de la Géosphère. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre d'une impératrice chinoise, Wu Zetian. 624-705. La petite Wu Zhao naît le 17 février d'une année d'éclipse totale du soleil. Son père est un notable du Sichuan et il pousse sa fille à lire le plus possible. Elle se passionne donc pour Confucius. Elle fait rapidement preuve d'une intelligence et d'un goût littéraire peu commun pour son jeune âge. Elle adore Platon. Et comme en plus elle est d'une rare beauté, Wu se retrouve à l'âge de 12 ans propulsée dans la carrière la plus prestigieuse possible pour une femme à l'époque, à savoir concubine de l'empereur. Elle devient donc Keiren, concubine de 5e rang de Taizong le Grand, la grosse frime. Un jour, elle parvient à maîtriser un cheval réputé indomptable, ce qui attire l'attention de l'empereur, qui jusqu'ici ne l'avait jamais trop remarqué. Et il paraît que tu sais écrire aussi ? En 5 langues, oui. Pourquoi ? Il la promeut alors Meinyang, charmante dame, ce qui veut dire qu'elle devient plus ou moins sa secrétaire. Toute la journée, elle a le nez dans les affaires d'État et les documents officiels. Celui qui n'a pas manqué de la remarquer au premier coup d'œil, en revanche, c'est le fils de l'empereur, Gaozong. En 649, l'empereur meurt. Selon l'usage, ses concubines sont envoyées dans un monastère pour y finir leurs jours cloîtrés et rasés. Gaozong, qui entre-temps est devenu empereur et marié, continue à rendre visite à Wu pendant 3 ans et réussit finalement à lui faire réintégrer le palais en tant que concubine du fils donc, après avoir été celle du père, ce qui ne manque pas de scandaliser tout le monde. Surtout l'impératrice Wang et la concubine officielle. L'ambiance se tend encore un peu plus pour Wu quand elle met au monde le premier fils de Gaozong, et donc accessoirement le futur empereur. Mais elle ne s'est pas démenée jusque-là pour se faire tirer dans les pattes par une bande de jalouses aigris. Peu de temps après, Wu a aussi une fille. Hélas, le bébé meurt asphyxié, probablement à cause du manque de chauffage au charbon combiné à la mauvaise aération du palais. Ceci dit, des historiens avancent que Wu aurait étranglé son propre enfant, ce qui paraît quand même complètement aberrant. Wu accuse alors ses ennemis d'avoir tué son bébé, et donc celui de l'empereur, et ce dernier la croit. Alors elles sont chassées, puis exécutées. Et enfin, ils se marient. Si proche du pouvoir décisionnel, Wu, qui déborde d'idées sur la question, ne peut s'empêcher de fourrer son nez partout. Non mais tu vas pas ratifier ça. Tu sais, d'ailleurs, j'ai bien repensé à cette histoire de baisse des taxes et je me dis qu'en fait, elle n'arrête pas. Peu à peu, l'empereur et elle sont surnommés les 2 sages et règnent ensemble sur la Chine. Mais à partir de 660, Gaozong commence à souffrir de crises de paralysie et Wu est bien souvent amené à diriger l'empire à sa place. Son autorité et son pouvoir sont très mal vécus par les membres de la cour, ulcérés de devoir obéir à une femme, une poule qui chante à l'aurore. Dans l'ombre, on commence à comploter contre l'irritante épouse de l'empereur. Inquiète, Wu se crée un genre de police secrète pour traquer ses ennemis, et beaucoup finissent en prison ou pire. Gaozong meurt, c'est leur fils aîné qui lui succède, mais Wu le trouve vraiment trop mauvais. Alors elle réussit à mettre à sa place sur le trône son plus jeune fils, qu'elle juge tout aussi incompétent, mais beaucoup plus malléable. Prétextant qu'il souffre d'un problème d'élocution, Wu s'exprime à sa place et raconte donc ce qu'elle veut. En 690, bas les masques, il abdique et laisse le pouvoir à sa maman. Elle monte officiellement sur le trône. Wu Zetian devient Shen Shen, première et unique femme à porter le titre d'empereur dans l'histoire de la Chine. Contre l'avis de tous, elle fonde alors sa propre dynastie pour se démarquer de celle de feu son mari, la dynastie Zhou, la plus courte de l'histoire. À partir de ce moment-là, les nobles, les politiciens, les vieux pontes, à peu près tous les officiels s'accordent à la détester. Et ils ne sont pas au bout de leur peine, puisque dès lors, l'impératrice ne va prendre que des décisions qui vont les énerver. D'abord, elle commence par faire un grand ménage dans les couloirs du pouvoir. Elle se débarrasse des plus corrompus et oblige les planqués et les encroutés à passer des examens pour prouver qu'ils savent de quoi ils parlent.
Dans les campagnes, par exemple, ils sont évalués sur leur capacité à cultiver la terre. Convaincue que cette méritocratie bénéficiera de la diversité, elle encourage tous les habitants qui s'en sentent la compétence à s'engager dans la vie politique, quel que soit leur milieu d'origine. Pour venir à bout du copinage et des parachutages, l'impératrice fait passer elle-même les entretiens de recrutement pour son gouvernement. C'est du jamais vu. C'est notamment comme ça qu'elle déniche de nouveaux talents, comme son Premier ministre. Pour revaloriser la place des femmes, très dépréciée par le confucianisme, elle paye des érudits qui s'attellent à des biographies de grands personnages historiques féminins. Elle impose également 12 décrets favorisant la position sociale des femmes, leur éducation, leurs droits et leur accès aux postes officiels, sachant qu'elle partait plus ou moins de zéro. Alors pour situer, à la même époque, les femmes mérovingiennes ont le statut d'éternelles mineures. Elle renforce également l'influence du bouddhisme en finançant d'immenses chantiers de sculpture, aujourd'hui classés patrimoine mondial par l'UNESCO au détriment du budget de la guerre, puisqu'elle réduit l'armée à son strict minimum. Mais surtout, l'essentiel de ces efforts vise à l'amélioration des conditions de vie des paysans et à la baisse de l'impôt auquel ils sont soumis. En réalité, elle met en place une ébauche de droit du travail. Bref, elle ne se fait pas que des amis. Vers la fin de sa vie, fatiguée, elle rend docilement le pouvoir à son fils, qui réinstaure illico la dynastie de son père, comme si celle de sa mère n'avait été qu'une parenthèse. Jusqu'à la fin, elle a des concubins, notamment 2 frères d'environ 50 ans de moins qu'elle. Wu meurt à 81 ans, selon la tradition. Il incombe à ses successeurs de résumer sa vie sur la stèle de sa tombe. Jusqu'à ce jour, personne n'a encore trouvé quoi y inscrire. Longtemps, les historiens officiels ont dépeint Wu comme une sorte de version chinoise de la reine de cœur d'Alice au pays des merveilles, en se focalisant sur sa police secrète et sa tendance à se débarrasser de ses ennemis. Et en plus, elle a couché pour réussir. Un angle assez surprenant, si on considère que sa dynastie éclair a été l'une des périodes les plus prospères de la Chine, à bien des écarts, paix, art, progrès social, entre autres. En revanche, il est systématiquement précisé et souligné comme un fait inouï qu'elle était redoutable, ambitieuse et intransigeante. Des traits de caractère communs et valorisés chez à peu près tous les empereurs de l'histoire. Mais visiblement, moins facile à digérer chez une impératrice.